Le socialisme libertaire, la société anarchiste, a vécu et a montré que c'était possible de mettre fin à la contrainte entre hommes et femmes, entre générations, entre patrons et ouvriers, mettre fin et créer cette société dont chacun rêve de solidarité, de complémentarité, de réciprocité. Les hommes ne sont pas égaux, évidemment. Vous êtes forts, d'autres sont faibles physiquement. L'un a un tempérament inventif, créatif, de bien symbolique, etc. etc. L'autre est un grand orateur, un autre n'a pas ces dons-là. L'égalité entre les hommes, les femmes, les êtres humains, ça n'existe pas. Mais ce que nous pouvons créer, nous devons créer, ce que les anarchistes ont voulu créer et que nous devons créer, c'est des rapports de solidarité, des rapports de complémentarité et des rapports de réciprocité. Dans le manifeste, il y a une magnifique phrase finale où il dit « de chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins ». C'est le monde que je veux et que veulent des millions d'êtres humains. Un mot sur Thomas Sankara. Magnifique. Ah oui, Thomas Sankara, je l'ai bien connu, hein, vraiment. C'est 83-87. Il a été assassiné en octobre 87. Par la France? Attends, je ne veux pas d'un nouveau procès, je veux survivre au Conseil des droits de l'homme. C'était une question. En 83, quelque chose, Noël 83, un truc incroyable s'est passé. Enfin, j'étais vacances universitaires, professeur de l'université. Le téléphone sonne dans le petit village près de Genève où j'habitais à l'époque, Choulé. Maintenant, j'habite à Russin, là où la Suisse se termine enfin, là où le Rhône quitte la Suisse. Téléphone. Ici, le capitaine Sankara. Professeur de Ziegler, ici, le capitaine Sankara. Il faut que je vous voie. Il faut venir nous voir. À Ouagadougou. Je vais vous faire apporter le billet, etc. Je dis, écoutez, c'est des vacances de Noël, je suis dans ma famille. La famille vient avec vous. Alors moi, j'aime pas beaucoup les militaires. Le capitaine Sankara, capitaine, ne me disait rien. Sankara, ça ne me disait rien non plus. Les vacances. Et il m'a ensuite convaincu, il m'a dit « Mais j'ai lu Sociologie de la Nouvelle-Afrique en prison. Il faut que je vous parle. » Et finalement, j'ai dit oui, enfin, par curiosité. Et de Paris, parce qu'il n'y avait pas de consulat ni à Genève ou en Suisse, quelqu'un de l'ambassade à Paris est venu et m'a apporté les 3 billets, mon fils, m'a apporté, et on est parti. Et là, on m'a cherché à l'aéroport et m'a envoyé à l'entente dans cet enclos où il y a les maisons d'hôtes, etc., etc. Et il y avait les 4 révolutionnaires qui avaient pris le pouvoir, qui venaient prendre le pouvoir, Thomas Sankara, Songo, Lingani et Camporé. Les 4 jeunes officiers. Les 4 jeunes officiers qui étaient là. Et c'est là où on a commencé à discuter. Et je suis revenu plusieurs fois, évidemment, plusieurs fois. Et si je vous dis encore une anecdote mais qui montre la fin de... On n'est jamais amis avec un chef d'État, je reste un intellectuel critique, etc. Mais enfin, c'est un homme magnifique, magnifique. Il nous manque beaucoup en ce moment. Ici, en Afrique, il manque, mais incroyablement. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 87, en septembre 87, en Éthiopie, à la proclamation de la nouvelle constitution éthiopienne, et où j'ai été invité avec ma femme ou une autre femme, nouvelle passion, pas bref, mais les deux sont magnifiques. Et on était dans les tribunes, c'était dans l'Africa Hall, si vous connaissez Addis Abeba, c'était le siège de l'Union africaine, l'Africa Hall. Tout en haut, là, on était là, les invités. Et en bas, il y avait Thomas et ses gardes, enfin, là où étaient les chefs d'État. Et tout à coup, Thomas se retourne et il me voit. Il m'envoie un de ses adjoints
pour fixer rendez-vous le soir même dans la villa où il était au Guillon. Nous, on était au Guillon Hôtel et puis lui, il était dans les villas, une des villas des chefs d'État. Et on discute. C'est incroyable, c'est le mobilier russe, des trucs massifs, des tables basses, des fauteuils où on avait mal au dos, etc. Enfin, on était assis dans ce mobilier. Et tout à coup, je lui dis, enfin, quelque chose, j'ai dit, c'est l'anniversaire de la mort du Che Guevara. L'anniversaire de la mort du Che Guevara, le 7 octobre 67, c'est les 20 ans, on parle en 87 là, à Addis Abeba, c'est les 20 ans, 7 octobre 67, la mort, l'assassinat du Che Guevara. Et Thomas, comme il est, a tout de suite réagi, il dit, mais c'est formidable, il faut absolument qu'on aille faire qu'on organise dans le stade de Ouagadougou, il avait des grands meetings, qu'on fasse un meeting pour le souvenir du Che, pour honorer le Che. Est-ce que vous pouvez m'écrire tout ce que vous savez sur le Che, parce qu'il savait que j'avais rencontré le Che, il faudrait qu'on en parle du Che à un moment. Est-ce que vous pourriez écrire ce que vous savez du Che? Bon. Et je me suis agenouillé devant cette table basse russe, ce mobilier effrayant, et j'ai rempli à la main, stylo, des feuilles et des feuilles, de ce que je savais du Che, comment, pourquoi, etc. Il le prend, mon papier, et regarde, et dit, il est mort à 38 ans 38 ans assassiné? J'ai dit oui. Et il dit, comme une prémonition, est-ce que j'arriverai à 38 ans? Il a été assassiné un mois après, à 37 ans et 8 mois. À 37 ans et 8 mois. C'est la dernière fois que je l'ai vu. On parle du Che. Allez. Parce que je lui dois tellement de choses. J'étais jeune, quand j'étais jeune, il y a 200 ans. J'étais au groupe Clarté, aux jeunesses communistes français, quand j'étais là. Et une des activités de Clarté, enfin, qui a été dissous ensuite dans la guerre d'Algérie par le PCF, dans la jeunesse universitaire communiste, on faisait des brigades de solidarité lors de la récolte de la canne à sucre en juillet à Cuba. Ce qui embêtait plus les Cubains que les réjouissait, parce que couper la canne, c'est extraordinairement difficile, Mais le soir, au Habana Libre, l'ancien Hilton, sur des longs tables de bois dans les sous-sols, le Che, Haïdé Santa Maria, Armando Hart, Fidel, etc., venaient discuter avec nous, avec les jeunes Européens, notamment français, discuter politique, discuter de la Révolution, etc. Et en avril 1964, j'étais déjà de retour du Congo. Quand Clarté a été dissous, j'ai dû quitter Paris. Je suis allé comme petit fonctionnaire au Congo après l'assassinat de Lumumba. J'ai été de retour à Genève. Je reçois un coup de téléphone de Lavanne, d'un des dirigeants cubains, pas un des grands, mais un des moyens, Pérez, qui me demandait, qui me disait une grande délégation qui va arriver au Palais des Nations, à l'ONU à Genève, pour la première conférence mondiale du sucre, qui était essentielle à l'époque, plus maintenant, pour Cuba, puisque 80% des devises à l'époque venaient du sucre. On n'a ni consulat ni ambassade chez toi, peux-tu nous aider pour organiser un peu l'infrastructure, les transports, les hôtels, etc. Et avec quelques amis, j'avais fait ça. La délégation est arrivée. Chef de la délégation, Che Guevara, ministre de l'Industrie, et je suis devenu son chauffeur pendant 12 jours. Son chauffeur personnel dans ma vieille Maurice, petit mini Maurice d'occasion noire. Et j'étais avec lui tous les jours, et souvent très tard dans la nuit. Dimanche, on allait à Chamonix, je voulais voir Chamonix, Mont Blanc, etc.
Il parlait parfaitement le français. Moi, je parlais très très mal l'espagnol. Maintenant, ça va mieux. À l'époque, lui, parce que Dona Celia, sa mère, était très très francophile. Il parlait parfaitement le français. Il y a d'ailleurs des interviews de la télévision suisse romande que j'ai amenées ensuite aux archives de Che Guevara à Donne Aleida, où le Che répond en français parfaitement aux journalistes. Bref. Et la dernière nuit, que je savais que le lendemain, il partait de nouveau par le chemin de fer Zurich, Munich, Prague, parce que c'était la seule ligne de Air Cubana de Prague à La Havane à l'époque. J'ai pris tout mon courage dans mes mains et j'ai dit, commandant, je vais aller avec vous. Ils avaient encore la vareuse vert olive, le béret noir avec l'étoile dorée du commandant. Le Che était, contrairement à Fidel, qui était d'une chaleur incroyable, il dit, mais comment va ton fils, pourquoi tu ne l'as pas amené, etc., etc. Le Che était froid, ironique, mais incroyablement intelligent, curieux, posait tout le temps des questions, etc. Bon, il m'a appelé à la fenêtre, sur la colline, au Grand Saconnet, où était l'hôtel. On voyait la baie de Genève la nuit, illuminée par les réclames bancaires, des bijoutiers, des assureurs, etc. Et je lui ai dit, il m'a dit, tu vois cette ville, c'est là que tu es né, c'est là le cerveau du monstre, c'est là que tu dois te battre. Et il s'est retourné, froidement, il est parti. Moi, j'ai été détruit sur place, évidemment, je pensais qu'il me prenait pour un petit bourgeois inutile, ce qui était probablement le cas, mais je lui dois ma vie. Et je lui dois la stratégie de la subversion, de l'intégration subversive que j'applique depuis lors. La vie, d'abord. J'étais objecteur de conscience. J'ai jamais fait de service militaire, enfin, quelques jours, et puis après, j'étais emprisonné. J'étais nul militairement. Ici m'avait dit, viens avec nous. Je serai depuis très très longtemps enterré dans une fosse commune du Venezuela, du Guatemala ou de Bolivie, c'est certain. Il m'a sauvé la vie et il m'a montré le chemin de l'intégration subversive. Entrer dans les institutions, utiliser la force, tenter d'utiliser la force de ces institutions pour ses propres buts. Boukharine, que Che a souvent cité, Boukharine qui a été fusillé par Staline, Boukharine a dit « les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes ». Et depuis lors, l'intégration subversive, j'essaie de la pratiquer. D'abord à l'université, ensuite au Parlement helvétique, maintenant aux Nations Unies. Et c'est le Che qui m'a appris cette stratégie. Je ne sais pas s'il est efficace, en tout cas s'il est la seule qui, pour moi, que je peux concrétiser.